Comme chaque année aux Pierres Noires, le mois de juin marquait la fin du printemps et le début de l'été, laissant derrière lui des plaines plus vertes et une mer plus bleue. Avant les chaleurs caniculaires du cœur de l'été, s'amorçaient quelques semaines de transition. La vie était calme, une brise fraîche soufflait sur le grand mât, et le soleil, atténué par quelques nuages blancs, réchauffait doucement le fond de l'air. Le sable était chaud, mais jamais brûlant. Et personne ne se souciait de savoir quand se refermerait cette parenthèse dorée, ce temps égal et rassurant, apte à dissoudre un instant la plus féroce des mélancolies. C'était un village au bord de l'océan, dominé par les vagues qui s'écrasaient chaque 3 secondes sur le rivage et dont le sourd mais discret fracas prenait au loin la consistance d'un bruit de fond. C'était un de ces villages où le citadin de passage se serait réjoui d'entendre le silence, puis aurait vanté les vertus apaisantes de l'air marin, avant de repartir dans sa voiture, ravi et se jurant de revenir dès qu'il le pourrait. Pourtant, au-delà de ces images d'Épinal et de cette sensation d'être hors du temps que découvrait le visiteur de passage, il y avait une vie aux Pierres Noires. Des ruelles ombragées, où passaient des enfants oisifs, des coiffeurs, une boulangère et le supermarché où tous, désormais, faisaient leurs courses. Et puis, il y avait le bistrot, le centre névralgique de toutes les conversations. Les habitués, la plupart retraités de fraîche date, y faisaient et défaisaient leur monde, patients et joviaux, contrôlant en gestionnaire les longues heures de l'après-midi. Ces hommes tenaient leur rôle. Ils ne prétendaient à l'originalité qu'au sein du groupe restreint où ils se côtoyaient. Ils animaient leurs discussions, les agrémentaient de plaisanteries. Ils ne souhaitaient tout simplement pas perturber leur routine et laisser la place à une imprévisibilité qui, dans ce pays calme et reculé, n'aurait pu avoir qu'un goût sordide. Ils ne voulaient ni théâtralité, ni basse conspiration de derrière un comptoir qui ne leur servait que pour boire entre copains, sans paradoxalement faire de vagues. Colia, sans briser cette douce harmonie obtenue si aisément, était un peu différent. Son visage fin, marqué par le temps, et ses pommettes hautes laissaient passer un regard plissé, parfois perçant, parfois hagard. Cet homme, sans en faire trop, et sans que l'on sache si cela dérivait d'une volonté consciente, savait se distinguer. Il se disait écrivain, bien que personne n'avait jamais pu être témoin ni d'une ligne au bas de laquelle il eût apposé sa signature, ni d'un instant où, poursuivant sa vocation de littérateur, il aurait pris la plume et noirci la moitié d'une page. Ses amis ne se faisaient pas prier pour lui rappeler cette étrange contradiction, et les gentilles moqueries fusaient en terrasse ou au comptoir. Car, devant les dénégations de Colia, un doute subsistait en eux, qu'ils s'efforçaient d'éclaircir. Les lettres que tu écris ne sont pas des romans, pas plus que nos petites réunions ne sont des tragédies grecques. Tu es un rêveur, disait l'un. Tu touches un stylo 2 fois par an, le jour de la déclaration d'impôt et le jour de la loterie de la Saint-Jean, narguait l'autre. Un dernier, inquiet, insistait. Mais dis-nous, sur quoi écris-tu ? À cela, Colia se contentait toujours d'un solennel « vous verrez » qui faisait doucement rire, mais avait le mérite de garder entier le mystère. Une cigarette à la main,
Il projetait à renfort de cris d'arrêter de fumer, jurant tout ce qu'il pouvait jurer, le visage parfois éclairé par un sourire narquois, faussement indigné, qu'on ose le remettre en question. Quand il se joignait aux conversations, elles changeaient de couleur, et l'attention, peu à peu, et sans qu'on le veuille, se concentrait sur lui et ses irascibles promesses. C'était un homme parfois haut en couleur, qui savait par instant déverser un flot mordant de paroles qui déconcertait un auditoire, à moitié admiratif, à moitié étonné par l'incongruité de sa verve et de ses élans oratoires. C'est ainsi qu'il martyrisait ses camarades, un mercredi par mois, sauf en août, à la réunion de copropriété qu'il avait l'honneur de présider. Ne dérogeant jamais à ses habitudes, il ne prenait pas de notes et était le seul à procéder ainsi. Encouragé par sa propre prestance, il y était brillant. Comparant une affaire de permis de construire à l'affaire Dreyfus, la chute d'un mur à la chute de Babylone. Véritable prestidigitateur, il transformait le choix d'un nouvel assureur en pacte faustien et assimilait le choix d'un nouveau trésorier à la glorieuse Révolution. Que la vieille dame du premier étage se plaigne de nuisances sonores sans répit, il lui répondait qu'elle n'avait pas le monopole du silence et que si la liberté des uns s'arrêtait là où commence celle des autres, écouter un opéra entre midi et 2 était un droit inaliénable. Il faisait preuve à ces réunions d'une ironie mordante qui le ravissait et assouvissait le temps d'un intermède sa supériorité sur ses congénères en pensée et en parole. Ce n'était pas à proprement parler ses actes qui faisaient de lui un être à part, un être qui scintillait comme une étoile dans la clarté estivale du village où il vivait. En effet, comment se distinguer par ce que l'on fait dans un monde dépourvu de sens, marqué par l'injustice qui brasse les destins et leur donne un tour aléatoire? Comment lutter dans ces conditions? Ce qui compte, c'est ce que l'on pense, la manière dont on se définit. Et sur ce point, il ne s'était jamais écarté d'un pouce du droit chemin, celui de l'homme indépendant, imperméable au conformisme, qui ne jouira jamais d'une vie qui n'en vaut pas la peine, mais l'observe sans préjugés. Ces réunions en étaient la preuve éclatante. Là où il se permettait certains écarts excentriques et grandiloquents dont personne ne pourrait lui tenir rigueur. Et pourtant il vivait et supportait sans peine le prosaïsme de ses obligations terrestres. Il avait d'ailleurs rendez-vous avec le maire sur le parvis principal. Une simple rencontre informelle vouée à éclaircir un cas un peu compliqué. Il s'avéra facilement qu'ils étaient d'accord en tout point, malgré la délicatesse de l'affaire, notamment sur le rôle que jouait M. Rosset dans l'histoire. Ce monsieur, tout maire qu'il était un bon bougre après tout, et on pouvait discuter avec lui. Pas un homme pour philosopher, évidemment, pas Nietzsche, mais qui savait s'élever au-dessus du ras des pâquerettes, ce qui était extrêmement appréciable. Ils se congédièrent en excellents termes, leur estime réciproque ayant sensiblement cru. Colliat avait rempli sa vie comme il convient de le faire, meublant les journées. Et il y avait si bien réussi qu'il oubliait parfois son indifférence et profitait simplement, goûtant le plaisir que recelait chacune de ses occupations. Son harmonica l'avait souvent accompagné dans ses déplacements, dans ses changements de ville et d'humeur. Avec 2 habitants du village, ils avaient formé un groupe, au style pour le moins éclectique, mais qui se rassemblait avec une régularité pendulaire. Évidemment, on ne compare pas 5 ans au conservatoire de Nijni Novgorod et ce que cela implique en maîtrise de la technique de l'harmonica, avec quelques cours particuliers, de vagues notions de solfège et une évidente envie de bien faire. Cet assemblage hétérogène,
avait quelque chose de gênant, qui le gênait au moins. Magnanime, il aimait pourtant bien ce pianiste du dimanche, mais l'énervement passé, il s'attendrissait pour lui sur ses épaules bien libres et souples, ses poignets dans le prolongement du coude, qui lui donnait au final ce toucher quasi impressionniste, digne du virtuose hongrois Franz Liszt. La vélocité, l'oreille et la dextérité du pianiste faisaient régulièrement l'objet d'une remarque positive et de comparaisons flatteuses de ce type. Pour les femmes comme pour la mer, c'est le mouvement qui compte. Ce qui fait la beauté sublime de l'océan, là où le lac n'est qu'un agrément, c'est le va-et-vient continuel de l'écume. Et cette lame de fond, ces courants qui agitent ce qui n'est au final qu'un amas de gouttes d'eau. Pour les femmes, il en va de même. Elles prennent tout leur attrait quand elles marchent. Car alors, subrepticement, elles dévoilent une partie de ce qu'elles sont. Il aimait s'asseoir ainsi et regarder devant lui sur un banc, et quand à son horizon se confondait le bleu clair cabossé de l'eau qui s'étendait après la plage, et des jambes agiles qui s'agitent, une nuque touchante, introduisant un peu de faiblesse, un peu de douceur dans son champ de vision. Il trouvait tout cela très beau et estimait qu'un peintre qui aurait su en rendre compte aurait pu faire de cela un chef-d'œuvre. Un vrai chef-d'œuvre de musée, imparable, qui s'impose comme une merveille au premier regard, ne laisse pas la place à la contestation et prend toute la place, dans les yeux et dans le cœur. Il y a quelques années, la région avait proposé au syndicat d'initiative de mettre en avant les charmes du village dans une publicité. Ça avait été l'effervescence. D'une part, parce que l'on s'inquiétait un peu de ce flot de touristes qu'on imaginait inévitable après cette opération, d'autre part, parce qu'on était fiers du village, qu'on ne voulait pas en avoir honte et que chacun faisait une affaire d'honneur de trouver la phrase, le slogan qui aurait rendu en quelques mots tout ce qui faisait le charme unique de la bourgade et de ses alentours. Ce n'était pourtant pas Kolia, l'écrivain, qui avait trouvé le mot de la fin unanimement reconnu comme impossible à surpasser. Les pierres noires, la Bretagne comme en peinture. Le samedi matin, il fit des préparatifs. Avant de sortir, il avait établi une liste dans son esprit de tout ce qu'il fallait faire, et la liste était longue. Il descendit les escaliers d'un air décidé, mais la pensée de chaque action qu'il allait devoir accomplir lui renvoyait un sentiment d'inconfort et l'abrutissait. Chaque geste, chaque seconde, chaque pas qu'il fit était un pas de plus. Une étape franchie vers le soir, où il n'y aurait plus rien à faire que contempler la journée passée avec la satisfaction de l'homme dont la vie n'est pas faite de velours et réunions mondaines, mais de labeur et de difficultés. Pourtant, le salon de coiffure était parfait. C'était le seul de la ville, mais il n'en avait pas trouvé de tel, même à Kazan. L'attente courte, le personnel aimable, cette coiffeuse et surtout la certitude que l'on ressortirait bien coupé, élégant. Tout cela faisait de cette sortie, a priori fastidieuse, un moment de détente et de relaxation. Cependant, ce jour-là, Kolia ne put profiter pleinement des conditions exemplaires fournies par l'établissement. Elle voulut savoir s'il fallait dégager derrière les oreilles. Il répondit que oui. Puis, après un temps de latence qui sembla plus interminable à Kolia qu'à la coiffeuse, habituée à ses silences,
La conversation s'engagea sur la fermeture de la galerie d'art de la ville qui, selon Kolia, n'était pas un événement, juste le signe des temps. Pour la coiffeuse, la galerie était de toute façon toujours vide, désertée par les habitants comme par les vacanciers. Ils s'accordèrent sur le fait que la fermeture de l'école primaire eût été une fermeture autrement plus traumatisante pour chacun. Kolia se déclara cependant attristé, dans la mesure où sa fille, qui travaille dans la mode et se passionne pour l'art déco, aimait y aller. Or, sa fille venait déjeuner. La réaction de la coiffeuse fut sans équivoque. Sa fille, à elle, venait d'avoir le baccalauréat. Kolia se répandit en félicitations, puis partit, bien coiffé. Il alla ensuite au supermarché, dont la fraîcheur artificielle qui contrastait avec la chaleur extérieure le mit mal à l'aise et le fit transpirer. Il prit un caddie, le remplit de pommes de terre, de lardons fumés, d'un reblochon, puis du fenouil et du fromage de chèvre. Il faisait rouler son caddie entre les rayons, cherchant méticuleusement ce qui lui faisait défaut, multipliant les allers-retours, ne sachant plus où donner de la tête. Il s'inquiéta du temps qui passe et de l'heure qui tournait, puis paya sans que la caissière ne lui rendît son sourire. Il sortit soulagé, mais fatigué. La poitrine encore oppressée par l'air brusquement dépourvu d'iode, par ces mélanges d'odeurs, l'eau de javel à moitié estompée, côtoyant les légumes frais. Affaibli, mais toujours nonchalant, inoxydable, il prit le chemin de la maison pour terminer d'y expédier les affaires courantes. Il allait parfois sur la plage, confrontant ses pensées et son âme à l'immensité. Il se promenait. Ses pas inscrivaient sur le sable des arcs de cercle et des formes géométriques enchevêtrées. Il n'allait jamais loin dans ses balades, de sorte qu'en se retournant, il pouvait toujours voir le grand mât à seulement quelques foulées. Il louait l'appartement depuis 10 ans. Ayant voulu l'acheter 3 fois, il s'était ravisé à 3 reprises, plus effrayé par le caractère définitif et symbolique de l'acte d'achat que par le prix, qui fournissait à lui-même comme aux autres un prétexte facile et incontestable, brisant toute discussion. Il y trouvait un calme certain et savait organiser sa vie depuis ce logis modeste mais confortable, toujours extrêmement propre, où il s'absorbait dans les tâches domestiques. Il fut donc surpris par la sonnette, mais alla ouvrir et reprit rapidement ses esprits. Depuis le mariage de sa fille, une énergie, un dynamisme nouveau semblait l'animer. Elle était sans cesse affairée, et de timide, elle était devenue loquace, parfois intimidante. Il l'avait vue se métamorphoser en femme active, figeant son caractère et ses manières. Auparavant, il peinait à comprendre ce qu'elle était, ce qu'elle pensait, ce qu'elle pourrait devenir. Aujourd'hui, elle était devenue, avec une manière de parler, un langage oral et gestuel, des passions, des opinions. Et il l'identifiait sans peine à ce qu'il connaissait déjà. Ainsi, à chaque nouvelle visite, il avait l'impression de la connaître mieux. « Je te félicite pour ce repas, papa. Tu fais décidément d'énormes progrès. Avant, tu ne savais même pas faire des pâtes, » lui dit-elle. Il répondit qu'il avait toujours été un cuisinier d'exception, qu'il lui suffisait d'en avoir le temps. Puis il parla de la ville, de cette galerie d'art qui avait fermé, et répondit aux questions sur sa santé d'un ton bourru. Non, il n'avait plus mal à la jambe. Elle parla beaucoup. Il se trouvait qu'un nouveau poste se libérait dans sa société, rendant possible une promotion, depuis longtemps désirée, malgré la concurrence d'Aline, car seule l'une des deux serait choisie. L'histoire lui avait déjà été contée et Kolia se souvenait de chaque nom, Aline,
de chaque fait. Il la laissa pourtant raconter ses intrigues affectant l'incompréhension. Puis ils parlèrent politique, et il découvrit qu'elle avait des opinions arrêtées sur ces sujets dont on parlait chaque jour dans les journaux. Elle préconisa des solutions et s'indigna. À cela, il ne répondit rien. Enfin, elle abandonna ses considérations et, redevenant simple, le fit rire. Il s'enhardit et raconta qu'il venait de fumer sa dernière cigarette, que la date était à marquer d'une pierre blanche, car c'était celle de la fin de son tabagisme. Sa réaction le vexa. Elle refusa un deuxième café et il fut temps pour elle de partir. Cette fois, ils ne devaient pas se revoir un de ces traditionnels samedis. C'étaient les vacances. Quoi qu'il en fût, il y avait un baptême à venir et ils convinrent d'un rendez-vous pour s'y rendre ensemble. Le lendemain, une brise froide souffla sur les pierres noires. Quand il sortit de chez lui, le sol était mouillé et le ciel d'un gris profond. Il marcha, sans arriver à se défaire de la sensation d'engourdissement qu'il eut en se réveillant, et contempla cette journée maussade qui s'offrait à lui. Il n'y avait rien, aucune perspective, aucune excitation, pas même un rayon de soleil. Il avait perdu en quelques jours cette humeur égale, ce bonheur malgré tout qui pouvait l'accompagner. Aucune rupture, rien ne s'était produit, tout avait été strictement pareil. Rien n'avait laissé présager une matinée aussi funeste et cette tristesse qui l'enveloppait. Mais les années avaient passé et il se connaissait mieux. Il avait acquis l'abnégation nécessaire pour briser le cours des choses qui lui permit encore une fois de se soumettre aux circonstances. Il décida donc de partir pour quelques jours, fuir cette vie pesante qu'il s'épuisait à alléger. La Russie. La Russie est morte dans mon cœur, sans que je m'en aperçoive. Je ne sais même pas comment cela est arrivé. J'y ai vécu les 10 premières années de ma vie. Je suis né à Moscou, dans une clinique sur les bords de la Moskova. Mon père était marchand. Je ne sais même pas ce qu'il vendait. Le russe, c'est ma première langue maternelle. Mais cela fait bien longtemps que plus un mot, plus une pensée ne me vient en russe. Je ne sais même pas si je saurais encore le parler. J'ai grandi à Rennes, ou plutôt près de Rennes.
Ma femme était française, ma fille n'a rien de russe. Je ne suis même pas sûr qu'elle sache ce qu'est le cyrillique. De toute façon, j'ai toujours détesté, j'ai toujours refusé de m'accrocher aux branches de mes racines russes, comme on s'accrocherait aux branches d'un paradis perdu. Au Pierre Noir, je suis comme tout le monde. Je n'ai plus aucun souvenir de Moscou. Je serais le pire des menteurs en me prétendant russe. Je n'aurai jamais l'âme russe. J'ai l'âme française. Puis, évidemment que ces mots résonnent en moi. Ils m'émeuvent. Le Kremlin, magnifique. Taganskaya, l'Arbat. Mais je ne veux pas faire ma généalogie, retrouver mes ancêtres, ma famille, me raccrocher à l'illusion d'une terre que je n'ai pas connue et que je voudrais connaître. Rentrer en Russie pour un pèlerinage personnel. J'y ai parfois pensé. Ce serait triste. Ce serait honteux. La Russie, ce n'est pas ce que je suis, c'est tout ce que je ne suis pas. Ce que je n'ai pas. C'est le supplément d'âme qui me manque. Tu sais comment je m'appelle? Officiellement? Kolya Mikhailovitch Mirinov. Je pourrais tout aussi bien m'appeler Philippe. Philippe Moreau. Je serais le même. Et puis, il n'y aurait pas de faux mystère au moins. Philippe Moreau. C'est un nom qui me conviendrait. Un nom honnête. J'ai pensé à un moment apprendre à ma fille le russe. La sensibiliser à ses racines. Payer une jeune fille au père russe qui serait venu s'enterrer ici. Ou l'appeler Zletana. Mais j'ai réfléchi. Ça aurait été l'encombrer d'un héritage qui n'existe pas. Ce serait qu'un artifice prétentieux. Je suis vieux, tu le sais. Et je comprends pas encore tout, mais ça je le sais. Je sais pourquoi la Russie me hante. Alors qu'elle n'a jamais existé en moi. Je ne suis ni un expatrié, ni un immigrant. Je suis arrivé ici trop tôt, et j'y ai grandi sans rejet. Tout le monde trouvait mon prénom très beau. Mais ma vie n'a pas été celle que je souhaitais. Je ne suis devenu ni un virtuose, ni un grand homme. J'ai vogué dans un océan de circonstances, me laissant guider par le hasard. Et quand je contemple ce que j'ai désormais dans ce village, cet horrible supermarché, ces voitures que tout le monde a, ces vies sans relief qui s'écoulent sans qu'aucune et aucun ne se rende compte de sa propre médiocrité, de sa vacuité, je lutte contre tout cela. Et alors, j'imagine la Russie, une Russie d'art et de grandeur. Je ne retiens que ce qu'il y a de grandiose. Je vois des coupoles d'or, des paysans en sarrau, la barbe blonde et le regard bleu clair, des aristocrates aux moustaches lisses qui parlent un français raffiné, des armées de Stakhanov, la place rouge. Je me vois déambuler dans les ruelles d'une ville de province avant un bal, en compagnie d'une belle jeune fille russe que j'aime. Je me vois même bagnard aux îles Sakhalines. Je mélange tout. Pourtant, je n'ai jamais connu Moscou. La Russie concentre mes passions et mes douleurs, mes espérances et mes révoltes. Pourtant, je sais la vérité. Je sais que Saint-Pétersbourg, que Moscou, que la Russie n'existe plus. Je sais qu'il n'y a plus de bagnards aux îles Sakhalines, que sa capitale Yuzhno est desservie par un aéroport, que des nouveaux riches russes et coréens s'y pressent, qu'il y a depuis longtemps des routes dans la baie Patience
Et des télévisions dans les isbas. Je sais qu'on ne va plus au bal en costume, qu'on ne voit plus de jeunes moujiks aux yeux clairs de sagesse, que les coupoles d'or ne sont plus que des attractions touristiques. Je sais qu'il n'y a plus rien, et mes regrets se mêlent à une nostalgie imaginaire. J'imagine parfois une Moscou mythique, et puis je la vois polluée par 1000 magasins de luxe, aux devantures stérilisées, polluée par des gratte-ciel de verre qui se tendent jusqu'à l'infini. Qu'ici, dans un village de Bretagne, comme là-bas, tout devient pareil. Et combien de vies se passent sans saveur, je le sais. De plus en plus de bien-être, de plus en plus uniforme. J'étais fait pour les grands espaces. La taïga. Je mourrai ici, comme je serai mort là-bas.